Bonjour à tous, on se retrouve dans ce chapitre 9 de comptabilité qui porte sur les charges de personnel. Et après avoir découvert la construction d'un bulletin de paye dans la première vidéo, nous allons synthétiser ces notions dans le cours. Donc la première partie porte expressément sur le bulletin de paye et sur ce que l'on a découvert lorsque l'on a étudié les bulletins de paye de la société Luxfleur SARL. Et dans un deuxième temps, dans une troisième vidéo, je vous expliquerai comment est-ce qu'on comptabilise les bulletins de paye dans le journal de l'entreprise. Déjà, je commence par un petit avertissement. Ici, ce cours est un cours qui a pour vocation vraiment à vous expliquer les grandes lignes d'établissement d'un bulletin de paye, mais je n'évoquerai pas tous les cas particuliers de la paye, puisque être responsable paye, c'est vraiment un métier à part entière. Il y a d'ailleurs des formations qui proposent dans notre IUT des licences professionnelles comptabilité paye, que je vous invite bien sûr à découvrir si vous êtes intéressé par ce domaine. Et donc c'est vraiment en travaillant sur la paye que l'on va découvrir tous les cas particuliers qui correspondent à tous ces secteurs d'activité. Ici, je vous présente vraiment les grandes lignes. Donc les grandes lignes, c'est quoi? C'est que quand on regarde le bulletin de paye, tout en haut, vous avez systématiquement une rémunération qui correspond à la base de calcul des cotisations, qui correspond au salaire brut. De quoi se compose le salaire brut d'un salarié? Il se compose essentiellement de 4 éléments. Là encore, je ne vais pas trop dans le détail, donc je vais retenir 4 éléments. Premier élément qui a lieu donc sur tous les salariés qui sont rémunérés aux 35 heures, c'est ce qu'on appelle le salaire de base. Le salaire de base, il est calculé sur une base de 35 heures hebdomadaires. 35 heures hebdomadaires sur 52 semaines rapportées à 12 mois, ça lui fait un nombre d'heures en moyenne réalisées par mois qui est de 151,67 h. Donc il est calculé donc ce salaire sur une base de 151,67 h multiplié par un taux horaire de base qui est le taux horaire qui a été négocié lors du contrat de travail. Ce taux horaire bien évidemment ne peut être inférieur au SMIC afin de respecter la réglementation ou ne peut être inférieur au SMIC de la profession en question puisque parfois vous avez des salaires minimums qui sont différents. Ensuite, une fois que vous avez effectué vos 35 heures hebdomadaires, il se peut que vous ayez travaillé plus que les 35 heures hebdomadaires. Et dans ce cas-là, on dit que vous avez réalisé des heures supplémentaires. Alors, le calcul de la rémunération des heures supplémentaires varie en fonction, là aussi, des conventions collectives, donc des secteurs d'activité. Mais sachez que les heures supplémentaires, donc ce sont les heures que vous réalisez au-delà de 35 heures par semaine. Elles sont calculées en fait avec des petits tableaux où on va calculer exactement combien d'heures vous avez fait chaque semaine entre le lundi et le dimanche et donc du coup combien vous avez d'heures supplémentaires. Et donc normalement ces heures sont rémunérées sauf s'il y a un accord qui prévoit qu'au lieu d'avoir une rémunération complémentaire, eh bien en contrepartie vous avez ce qu'on appelle un repos compensateur. Donc vous pouvez avoir des jours finalement de congé en plus. Donc normalement, dans la plupart des cas, quand vous faites des heures supplémentaires, vous êtes rémunéré à un taux qui est majoré. Ça veut dire qu'une heure que vous faites en plus est payée plus qu'une heure que vous faites dans les 35 heures. Alors, en règle générale, pour les 8 premières heures, vous pouvez avoir une majoration de 25% par rapport à votre taux horaire normal. Pour les heures qui vont au-delà des 8 premières heures, vous pouvez avoir une majoration de 50%, donc vous êtes payé 1,5 fois plus qu'une heure normale. Toutefois, dans certains secteurs, notamment dans les plus petites entreprises, il peut s'appliquer un taux de majoration qui est différent, d'au moins 10% normalement. Et donc cela est prévu, encore une fois, dans les conventions ou accords collectifs d'entreprise. Par ailleurs, sachez qu'à défaut là aussi de convention ou d'accord de branche, il existe normalement un contingent de 220 heures supplémentaires par an et par salarié. Ça veut dire que normalement, on n'est pas censé demander aux salariés de faire plus de 220 heures supplémentaires. Et si on commence à aller au-delà de ces 220 heures, alors il va falloir attribuer beaucoup plus de droits aux salariés, donc notamment, encore une fois, en lui attribuant des jours de repos pour qu'il puisse récupérer de toutes les heures supplémentaires qu'il a été amené à réaliser. Je ne vais pas trop dans le détail à ce stade-là. Troisième élément qui compose le salaire brut, il s'agit de primes. Alors il peut y avoir plusieurs primes qui sont versées aux salariés. Donc ce sont des primes dans le cas présent qui sont soumises à cotisation, c'est-à-dire qu'on verse une prime au salarié mais on va lui demander de payer des cotisations salariales dessus. Donc il peut y avoir des primes qui sont liées à l'ancienneté parce que ça fait longtemps que vous êtes dans l'entreprise, des primes de rendement parce que vous avez été particulièrement efficace dans votre travail, ou des primes de travaux pénibles parce que vous exercez une profession qui peut être un petit peu compliquée, donc je pense notamment aux travaux de nuit ou
aux travaux en plein air, dans le froid, qui peuvent engendrer du coup une contrepartie sous forme de prime. Enfin, le quatrième élément correspond aux avantages en nature soumis à cotisation. Ça veut dire que on vous fournit, je sais pas, un logement de fonction, on vous paye votre facture de chauffage, on vous paye des tickets restaurants, mais sur ces éléments qui vous sont donnés en nature, eh bien vous allez payer des cotisations. Donc on les intègre au salaire brut simplement pour que vous puissiez payer des cotisations dessus, mais en fait on ne vous les paiera pas parce qu'on vous les a déjà donnés en nature. Donc c'est pour ça qu'en fait en bas de bulletin de salaire, on les enlèvera pour ne pas vous les payer en argent puisqu'on vous les a déjà donnés en nature. Ensuite, deuxième élément qui apparaît sur le bulletin de salaire, ce sont les cotisations sociales. Il existe en fait deux types de cotisations sociales, les cotisations salariales qui sont à la charge du salarié et les cotisations patronales qui sont à la charge de l'employeur. Les cotisations sociales salariales donc sont supportées par le salarié et viennent en déduction de son salaire brut. Ça veut dire que l'employeur se charge pour le compte des organismes sociaux de les prélever à la source. En fait, on ne va pas dire au salarié, tiens, je te donne 1000 euros, mais attention, il faut que tu fasses un chèque aux organismes sociaux de 200 euros. On lui verse directement 800, et du coup, eh bien, il n'a pas de formalité administrative pour payer ses cotisations salariales. Les cotisations sociales patronales, elles, sont à la charge de l'employeur, et elles représentent donc un coût supplémentaire pour ce dernier. Ça va venir alourdir le coût du travail pour l'employeur. Sachez que le total des cotisations sociales, donc les salariales et les patronales, est donc versé par l'employeur, puisque l'employeur se charge de verser ses propres cotisations et il se charge de verser les cotisations salariales et il verse tout aux différents organismes sociaux. Pour calculer les cotisations sociales, en fait, on applique à une base un certain taux. La base correspond le plus souvent au salaire brut, mais ce salaire brut peut parfois être plafonné, puisque pour certaines cotisations, on va utiliser le plafond annuel de la sécurité sociale, qui est plafond mensuel en l'occurrence, puisqu'on fait des bulletins mensuels, qui va permettre de calculer certaines cotisations par tranche. Donc c'est un salaire qui est fixé par arrêté chaque année et qui entre en vigueur au 1er janvier. Donc ça devrait être fixé là à peu près fin décembre pour janvier 2021. Et donc pour janvier 2020, on a un plafond de sécurité sociale qui est à 3 428 euros. Ça veut dire que certaines cotisations vont être plafonnées et donc on n'ira pas au-delà de 3 428 pour les calculer. Et pour certaines, donc c'est à partir de 3 428 qu'entrera en vigueur la tranche numéro 2 pour calculer certaines cotisations. Pour la CSG CRDS, on a une base de calcul qui ne correspond pas exactement au salaire brut, mais on n'en est pas très loin. Sachez qu'essentiellement, c'est le salaire brut multiplié par des taux, et bien sûr, les taux sont fixés par la sécurité sociale et peuvent parfois être remis à jour, changés, modifiés en fonction de la politique salariale. Alors, à qui est-ce qu'on verse ces différentes cotisations? Parce qu'il y en a quand même beaucoup de cotisations. Hein. Quand vous regardez un bulletin de paye, il y a beaucoup de lignes. Hein. On est un des bulletins de salaire au monde qui est le plus compliqué. On se fait toujours beaucoup moquer. Hein. Il y a certains bulletins de salaire dans certains pays, ça fait 3 lignes. Nous, ça représente des pages entières. Alors, les premiers bénéficiaires, bien sûr, des cotisations sociales, c'est la caisse de sécurité sociale. Donc la caisse de sécurité sociale, on verse les cotisations à un organisme qui s'appelle l'URSSAF. L'URSSAF, ça veut dire Union de recouvrement pour la sécurité sociale et les allocations familiales. Le rôle de la sécurité sociale, vous le savez, c'est d'assurer les salariés contre les risques de maladie, d'invalidité, de maternité, d'accident du travail et de vieillesse. On dit qu'il s'agit de risques car tous ces éléments, tous ces événements peuvent engendrer soit une perte de salaire, soit au contraire une augmentation des dépenses. Je pense notamment au risque famille, puisque quand vous avez des allocations familiales, en fait, vous n'avez pas de perte de salaire à proprement parler, mais vous avez plus de dépenses, et donc on vous assure le versement de prestations complémentaires. Ensuite, évidemment, il y a une partie des cotisations sociales qui sont versées à la caisse d'assurance chômage, qu'on appelle Pôle emploi. Donc le rôle de Pôle emploi, c'est d'assurer les salariés contre le risque de chômage. Sachez qu'en France, quand vous êtes au chômage, vous avez le droit à recevoir donc, des prestations d'assurance chômage, qu'on appelle des allocations. Ce sont des allocations que vous allez percevoir si vous avez une certaine ancienneté dans votre entreprise, et donc vous allez les percevoir et elles vont devenir dégressives. Donc plus ça fera longtemps que vous aurez arrêté de travailler, moins vous percevrez d'allocations jusqu'à être un allocataire en fin de droit.
Donc les cotisations d'assurance chômage sont prélevées par l'employeur, mais sachez que l'employeur ne va pas les verser à Pôle emploi, il va les verser à l'URSSAF, et c'est l'URSSAF qui va se charger de leur recouvrement pour le compte du Pôle emploi, donc il va se charger ensuite de les reverser à Pôle emploi. Ça a l'air d'un petit détail, mais ça sera important en fait lorsqu'on va étudier la comptabilisation en fait de ces cotisations, puisque en fait on aura une dette envers l'URSSAF et pas une dette envers un tiers qui sera Pôle emploi. Troisième type de cotisations qui sont prélevées, c'est les cotisations de retraite complémentaire. Vous avez 2 caisses essentielles de retraite complémentaire en France qui ont été fusionnées au 1er janvier 2019. C'est l'AGIRC et l'ARCO. L'AGIRC, c'est la caisse de retraite des cadres, ça veut dire Association Générale des Institutions de Retraite Cadres, et l'ARCO, c'est l'association des régimes de retraite complémentaires, qui est une caisse de retraite pour les non-cadres. Donc l'idée est d'assurer le versement d'une retraite complémentaire aux salariés qui ont cotisé. Ça leur permet du coup d'avoir un meilleur niveau de vie quand ils arrivent à la retraite. Et puis vous avez également un dernier élément qui est prélevé, qui correspond à la mutuelle, donc ce qu'on appelle une complémentaire santé, qui donc est prélevé avec une part salariale et une part employeur. Alors désormais, depuis 2019, vous avez maintenant le prélèvement à la source qui se fait également sur le bulletin de salaire. Prélèvement à la source, pas des cotisations salariales, mais prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu. Donc c'est vraiment tout récent, puisque ça ne fait qu'un an que c'est en vigueur, enfin un an et demi, 2 ans. Et donc avant, en fait, le salarié touchait son salaire net à la fin du mois, et puis ensuite il devait déclarer ses revenus et verser l'intégralité de son impôt, alors en 3 fois généralement, à l'État. Et bien désormais, en fait, il n'a plus qu'à verser une régularisation de son impôt, puisqu'on va lui prélever directement le montant de son impôt sur le revenu en fonction de ses revenus des années précédentes. Et du coup, eh bien, ça va faciliter le prélèvement de l'impôt. Et on dit donc que le prélèvement de l'impôt se fait à la source. Alors, pour que le prélèvement à la source puisse avoir lieu, il faut qu'il y ait un taux de prélèvement à la source qui soit transmis à l'employeur par l'administration fiscale. Donc ce taux de prélèvement dépend en fait des revenus des années précédentes. Donc ça s'appuie sur les données qui sont renseignées dans la déclaration, donc les revenus que vous percevez, mais également les personnes à charge, les charges déductibles ou les dépenses ouvrant droit à un crédit d'impôt. Alors vous avez peut-être un petit peu de mal à savoir ce que ça veut dire personne à charge, charge déductible. Sachez qu'en France, quand vous avez des enfants, en fait, ça vous permet de faire des économies d'impôt, puisque vous avez plus de parts dans votre foyer fiscal. Et quand vos enfants sont scolarisés, vous avez une case à cocher dans votre déclaration d'impôt pour dire mon enfant il est scolarisé au collège, au lycée, à l'université. Et ça vous permet en fait d'avoir parfois un remboursement d'impôt. Donc en fait, en fonction de tout ce que vous avez coché dans votre déclaration, vous aurez un taux de prélèvement qui sera différent. À ce titre, je vous invite à vérifier que vos parents ont bien coché sur leur dernière déclaration que vous étiez scolarisé. C'est une case qui est cachée sur la déclaration, c'est petit malin, mais ça vous permet d'avoir, je crois, à peu près 150 € d'économie d'impôt. Donc si vos parents sont imposables, ça peut valoir le coup d'aller vérifier leur déclaration d'impôt sur le revenu. Pour plus d'informations, demandez-moi. Donc l'impôt s'adapte automatiquement au montant des revenus perçus. Donc si vous avez une perte de rémunération, vous signalez à l'administration fiscale que votre salaire a baissé et du coup votre taux de prélèvement à la source va également baisser. Donc chaque année, en fait, on va déclarer nos revenus au printemps à l'administration fiscale. Et donc l'employeur va reverser au trésor public l'impôt qu'il a retenu à ses salariés. Autre élément qui n'a pas été vu dans la découverte du bulletin de paye, puisque ça n'apparaît pas à proprement parler sur le bulletin, ce sont les charges fiscales qui sont liées à la paye. Donc sachez que l'entreprise supporte déjà le montant du salaire brut, le montant des cotisations patronales qui viennent alourdir le coût du travail, et en plus il y a des charges fiscales qui sont calculées sur les salaires bruts versés l'année précédente. Alors ça ne concerne pas forcément toutes les entreprises, ce que je vais vous lister, mais voilà, sachez que ça peut représenter un coût complémentaire, donc non négligeable pour les entreprises. Il y a tout d'abord une taxe qu'on a déjà évoquée, qui est la taxe sur les salaires, qui est versée par les entreprises qui ne sont pas soumises à la TVA ou qui sont partiellement assujetties, notamment les entreprises qui sont soumises au régime de franchise en base. Il y a également la taxe d'apprentissage et la taxe de contribution au développement de l'apprentissage, la participation à l'effort de construction pour les entreprises de plus de 20 salariés, donc c'est une taxe qui permet de construire des logements qui vont être ensuite être proposés aux salariés, ou la participation des employeurs à la formation professionnelle continue. Donc il existe pas mal de charges fiscales qui vont venir alourdir le coût du travail,
Je ne vous demande pas d'apprendre par cœur hein, la liste de ces éléments, mais sachez qu'en plus des cotisations, il y a aussi des éléments de fiscalité qui viennent se rajouter. Donc l'entreprise peut se libérer de ses contributions en effectuant ce qu'on appelle des dépenses libératoires de même nature. Donc par exemple pour la taxe d'apprentissage, on peut financer un établissement en particulier. Donc c'est une dépense libératoire qui va faire qu'on ne sera pas obligé de verser la taxe d'apprentissage directement à l'État, puisqu'on aura déjà contribué à un établissement en particulier. Donc sauf pour bien sûr la taxe sur les salaires qui doit obligatoirement être versée au service des impôts des entreprises. Ensuite, dans la découverte du bulletin de paye, on a appris comment calculer un salaire net à payer, un salaire imposable. Donc on va simplement ici récapituler les formules que l'on a découvertes et mises en application sur les bulletins de paye. Et on va commencer tout d'abord par le calcul du salaire net. Le salaire net, par définition, c'est la différence entre le salaire brut, qui est lui-même composé de 4 éléments. C'est quoi ces 4 éléments déjà? Salaire de base, heures supplémentaires, primes et avantages en nature. Donc on prend ces 4 éléments, ça donne le salaire brut, et on enlève les cotisations salariales, ça donne le salaire net. Ce qui peut être illustré avec le petit schéma suivant. Vous voyez que déjà, on part du brut, et le salarié, déjà, il se dit, déjà j'ai plus que le net. Donc ça fait déjà une partie de son salaire qui s'est envolée. Ensuite, il ne va pas toucher le net, il va toucher en fait le net à payer, sachant que maintenant il y a 2 nets à payer, un net à payer avant impôt sur le revenu et un net à payer après impôt sur le revenu, puisqu'il y a un prélèvement à la source. Donc vous allez partir de votre salaire brut, auquel vous allez enlever les cotisations salariales, donc je peux partir du net directement. Vous enlevez les avantages en nature parce que le salarié les a déjà perçus en nature. Vous rajoutez éventuellement des primes non imposables et des indemnités de remboursement de frais, comme des remboursements de frais kilométriques par exemple. Vous enlevez les avancées à compte sur salaire parce que parfois il vous a déjà demandé une avance sur salaire, donc vous n'allez pas lui verser 2 fois son salaire, et vous enlevez parfois des oppositions. Alors c'est assez rare les oppositions, mais il s'agit de saisie sur salaire. Donc si par exemple vous avez été défaillant pour je sais pas, payer vos impôts à l'administration fiscale ou payer une pension alimentaire, eh bien on peut vous saisir directement à la source le montant que vous devez à une certaine personne. Donc bien sûr il faut qu'il y ait une décision de justice pour qu'il puisse y avoir une opposition. Donc quand vous faites ça, ça vous donne le salaire net à payer avant impôt sur le revenu. Oui, mais maintenant, il y a impôt sur le revenu qui est prélevé à la source. Donc le salaire net que vous allez effectivement recevoir par votre employeur, c'est le salaire net à payer après prélèvement à la source. Donc essentiellement, voilà, on enlève l'impôt sur le revenu au salaire net, mais vous avez vu qu'il y a d'autres éléments, et donc le salaire net à payer est encore plus petit que le salaire net. Ensuite, nous avons appris à calculer le salaire imposable. Le salaire imposable se calcule sur la base d'abord du salaire net, mais vous allez y rajouter à ce salaire net des cotisations sociales non déductibles, puisqu'il y a une partie de la CSG et de la CRDS qui sont imposables, donc qui ne sont pas déductibles à l'impôt sur le revenu. Et donc en fait, vous allez payer une cotisation, payer un impôt sur un impôt. Donc c'est un système de double imposition, c'est pas très juste, mais c'est comme ça, puisque vous payez un impôt sur quelque chose qu'on vous a prélevé. Et vous allez également rajouter la complémentaire santé qui est à la charge de l'employeur, ça vous donne votre salaire imposable. Donc si je complète mon petit schéma, qu'est-ce que vous devez retenir? Simplement, vous devez retenir que le salaire imposable, il est plus grand que le salaire net. Vous êtes imposé sur un montant plus important que votre salaire net. Enfin, nous avons calculé combien coûte au final un salarié à son employeur. Donc pour cela, on a vu que le coût total de l'employeur correspond en fait à l'ensemble des charges supportées par l'entreprise pour un salarié. On pourrait également envisager l'ensemble des charges fiscales, mais on ne va pas les étudier dans le détail. Donc en fait, il faut prendre le salaire brut, rajouter le montant des cotisations patronales qui viennent alourdir le coût du salarié pour l'employeur. Et ça va vous donner, si vous rajoutez en plus les primes non imposables et les remboursements de frais, le coût total d'un salarié pour l'employeur. Alors, c'est quoi l'intérêt de ce schéma? L'intérêt, c'est de mettre en relation ce que perçoit le salarié à la fin du mois et combien a coûté véritablement ce salarié à son employeur. Donc ici, on fait un comparatif des deux. Alors, l'ordre de grandeur n'est pas forcément exactement respecté par rapport au pourcentage, mais l'idée, c'est que vous compreniez que par rapport au salaire que vous percevez à la fin du mois, en fait, vous coûtez beaucoup plus cher à votre employeur, ce qu'on pourrait illustrer de la façon suivante, avec ce petit dessin humoristique que j'ai trouvé.
Vous coûtez, voilà, vous coûtez beaucoup à votre employeur et à la fin du mois, vous avez l'impression d'avoir vraiment pas beaucoup sur votre compte en banque. Voilà pour cette synthèse du cours sur les principaux éléments que vous retrouverez sur un bulletin de paye. Nous allons maintenant apprendre à comptabiliser les bulletins de paye dans le journal de l'entreprise. C'est l'objet de la vidéo suivante que je vous invite à regarder.